Alors, partout autour de la planète, soyez là où la bienvenue à cette émission spéciale de Tam Tam Canada en direct du Salon du développement canado-maghrébin qui se déroule ici au Palais des Congrès de Montréal, donc au cœur de la ville de Montréal, et ce pendant 2 jours, les 8 et 9 septembre. Alors, c'est un événement important. C'est la 3e fois qu'on a monté ce salon qui s'adresse d'abord et avant tout à des professionnels de la communauté du Maghreb ici au Canada. Et avec vous, Autour de la table, vous avez 7 autres personnes, incluant moi-même, Stéphane Parent, l'animateur, mais 7 autres personnes de la communauté, des gens qui sont nés ici, des gens qui sont arrivés ici, des gens qui ont permis à cette communauté de bondir en nombre et, on l'espère un jour, de bondir en influence encore davantage au sein de cette société québécoise qui les accueille. On va essayer de comprendre les enjeux, certains des enjeux qui se dressent devant cette communauté, mais d'abord, question protocolaire, mais aussi amicale. On a Abel Achouri qui est avec nous ici, c'est le responsable du salon, l'organisateur, et je voulais vous demander ce que vous comptez accomplir en cette 3e édition. C'est votre 3e coup, là, comme un match de tennis. Là, vous essayez encore une fois d'accomplir un travail important durant ces 2 jours. Qu'est-ce que c'est exactement? Tout d'abord, j'aimerais te remercier, Stéphane, pour cette belle initiative d'organiser une émission à partir du Salon du développement canado-maghrébin même. Je reviendrai rapidement à ta question pour te dire, en fait, comment c'est né cet événement-là. Cet événement-là est né de notre volonté à promouvoir les intérêts de notre communauté, à repositionner notre communauté par rapport ici au Québec, puis au niveau du Canada. Ce qu'on aimerait faire, notre mission déjà par rapport à ce salon-là, c'est le développement de la communauté maghrébine. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir? On voudrait avoir des jeunes, on voudrait avoir des cadres qui soient au niveau des têtes, à la tête des organisations québécoises et canadiennes, des jeunes en politique, c'est ce que j'ai dit. On voudrait avoir notre rôle, un rôle important au sein de la communauté canadienne et québécoise. C'est dans ce sens-là que s'intègre cet événement-là. On est en train d'impliquer pas mal de personnes, pas mal d'associations avec nous. Et c'est dans ce sens-là qu'on vous a invité à cet événement-là pour que vous puissiez voir les gens, poser des questions, comprendre c'est quoi notre réalité à travers des gens qui je pense, d'abord, je voudrais parler un tout petit peu par rapport à comment est-ce qu'on a fait pour choisir ces gens-là? Alors, pendant que vous recueillez ces idées, je me tourne vers mon technicien-chef, Léo. Il va mettre une vidéo que seuls nos internautes vont pouvoir voir, mais ça va les aider à comprendre l'importance du salon. Ce sont des images qu'on a confectionnées. On est experts là-dedans. Petite vidéo de, je pense, 1 minute 30 à peu près. Voilà, on est prêt. Ça vous montre ce salon, à quoi ça ressemble lorsqu'il roule à plein régime, comme pratiquement en ce moment. Et donc, vous avez... pour revenir à ce que vous disiez, ouais. Vous avez décidé de nous aider à sélectionner des personnes dans la communauté qui ne sont pas nécessairement les plus connues, mais qui méritent d'être découvertes. Un peu ce que vous voulez faire avec le reste de la communauté, la faire découvrir. Oui, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en valeur des personnes qui, selon nous, représentent la communauté maghrébine. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, comme toute autre communauté, nous sommes une communauté hétérogènes, nous ne sommes pas homogènes, et chercher des gens qui représentent la majorité ou qui représentent des groupes au niveau de la communauté, ça permet à tous les spectateurs maghrébins qui regardent ou qui entendent la radio de se sentir un petit peu représentés dans ce pays-là. Et ça va les amener à se sentir québécois, à se sentir canadiens, à développer ce sentiment d'appartenance et d'inclusion. Et c'est réellement l'objectif de notre salon. Très bien. Alors, on va retenir ce mot tous ensemble ici autour de la table, inclusion. On repart avec ça dans quelques secondes. Merci beaucoup, Adèle. On vous laisse filer. Vous avez d'autres choses à organiser. Sinon, tout tomberait à terre, j'en suis sûr. Alors, autour de la table, nos invités aujourd'hui. J'ai fait de la ségrégation, mais c'est de la belle ségrégation. J'ai mis les filles d'un côté, les gars de l'autre. C'est plus facile pour moi de m'y retrouver. Alors, nous avons ici Tina Septi, qui est également une des organisatrices du salon et qui est une femme plutôt formidable, qui porte plusieurs chapeaux, qui verse dans la politique municipale. Vous m'avez étonné.
j'espère que les gens vont vous découvrir au cours des prochaines minutes, même si le temps qui nous est alloué chacun d'entre nous, à l'exception de moi-même, est pas très important. Merci. Nous avons également Myriam Bouzayen, qui sera essentielle dans nos conversations sur la discrimination, également sur les questions des médias, de la création de ces médias plus puissants ici, qui représenteraient la communauté, et une présence plus forte de cette communauté à travers nos médias ici traditionnels. Également, nous avons une jeune fille, jeune dame, aujourd'hui on dit plus jeune fille, je ne sais plus, 21 ans, et qui est une ambassadrice de la ville de Montréal, et qui a remporté un concours. C'était 200 ou 400 personnes ou d'Arachoui qui ont postulé pour l'emploi d'ambassadrice de la ville de Montréal. 200 personnes. Pardon? 200 personnes. 200, il faut parler plus fort. 200 personnes. C'est tellement beau. Donc, 200 personnes, et on va découvrir avec vous le message que vous essayez de transmettre aux autres, à la jeune génération, c'est très important. Et on va se tourner maintenant vers les plus vieux. On commence... il a à peine 28 ans. Alors, il s'agit de Mohamed Gared. Mohamed, il verse dans la politique, il est un activiste politique. Il aime beaucoup les activités politiques et il est également un grand diplomate. Il sera peut-être un de nos futurs diplomates, on va le voir. Et également, à côté de lui, c'est une sommité, c'est quelqu'un qui... écoutez, vous m'impressionnez parce que vous avez organisé pas mal de choses jusqu'à maintenant. Et il s'agit de M. Abdelhadim El-Anchi, qui aujourd'hui... On se limitera à ce seul titre pour le moment, est le grand patron d'une station de télévision, Mabi TV, qui a un stand ici et qui fait plus que mettre des stands, des véritables émissions. Puis on va montrer une vidéo un peu plus tard de vos activités. Et puis on va aussi maintenant commencer la conversation autour de l'inclusion, si vous le permettez, avec un journaliste, un collègue. Il s'agit de Abdelghani Dades. Bonjour, Monsieur Dades. Bonjour. Vous allez mettre la table pour nous. Cette communauté, montrez-nous à quel point elle est grande, elle est devenue grande depuis 20 ans. Depuis 20 ans, depuis un peu plus de 20 ans. En fait, il y a eu... Parlez plus fort. En 1994 ou 95, le Maghreb a été retenu comme bassin principal d'immigration francophone au Québec. Et à partir de cette date, ça a explosé. Parce qu'avant, on avait, à part le cas particulier des Algériens qui étaient réfugiés pour des raisons que l'on connaît tous, il y avait entre 3 000 et 4 000 arrivées par an, nouveaux arrivants par an. À partir du moment où le Maghreb est devenu bassin principal d'immigration francophone, on a commencé à dépasser les 10 000. Alors imaginez, depuis 1995, avec des pointes à partir du début des années 2000 à 20 25 000 nouveaux arrivants, voire 35 000, c'est-à-dire grosso modo 80% des nouvelles arrivées, on est aujourd'hui autour de 350 000. Mais il y a un très grand flou autour de ces statistiques. En fait, selon les sources, on arrive à 150 000 ou à 350 000. Si vous vous rendez dans les consulats des pays maghrébins, où on comptabilise uniquement les gens qui s'enregistrent, on arrive aux alentours de 180 000, tout le Maghreb. Est-ce que ça inclut les jeunes là, qui sont nés au Canada? Pour certains, oui. Ceux qui sont inscrits sur les registres consulaires. Okay. Mais en général, dans les statistiques, les nés au Canada ne sont pas comptabilisés comme maghrébins. Ouais. En plus, les statistiques fédérales, par exemple, on retient comme maghrébin celui qui se reconnaît maghrébin. Les originaires du Maghreb qui viennent de France ou de Belgique, ils sont d'abord français ou belges. Oui. Et donc là, vous voyez un petit peu. Mais on peut estimer, c'est un travail que j'avais fait avec le Conseil des relations interculturelles du Québec, et donc le système qu'on a mis en place reste valable. On peut raisonnablement estimer notre nombre à 350 000 aujourd'hui, Canada coast to coast. Canada coast to coast, quand même. Et ce qui est particulier, c'est le nombre de francophones. 85%. 85%. 85%. Le taux de diplomation intérieure de cette communauté. Oui. Les évolutions sociodémographiques de cette communauté, par exemple que les premiers arrivants sont diplômés à 90 ou 95%, les générations suivantes beaucoup moins. Ah, oui. Écoutez, la médicalisation, les premiers arrivés étaient surmédicalisés,
Ici, malgré la gratuité des soins, ils le sont un petit peu moins. Donc là, je fais exprès d'aborder les aspects négatifs pour entrer déjà sur la première thématique, celle de la discrimination systémique. Mais c'est très bien, vous êtes un professionnel, on le sent, on le voit tout de suite. J'offre une charnière gratuitement. C'est très bien. On a d'autres professionnels ici des médias. Il y a Myriam qui travaille c'est 104,5? Maghreb FM, oui. Oui. Alors écoutez, c'est 106.3. on va parler des médias un peu plus tard, laissons-les de côté, on en parle trop de toute façon, mais blague à part, la discrimination systémique. Pourquoi ce mot systémique? C'est dans le discours politique maintenant, c'est inscrit officiellement depuis juillet. La ministre de l'Immigration du Québec qui a décidé de faire une petite enquête ou demander à la Commission des droits de la personne du Québec d'être le maître d'œuvre de cette enquête. Certains ont dit qu'il faudrait plus qu'une enquête, il faudrait une commission d'enquête. Parce que le problème est plus sérieux que certains voudraient l'admettre. Alors, soyons clairs. Moi, j'ai déjà été victime de discrimination parce que j'ai le teint plus foncé, que j'allais dans d'autres régions du monde où tout le monde était clair. Mais autour de la table, au niveau de la discrimination, soyez honnêtes, est-ce que vous pouvez dire que vous rencontrez encore aujourd'hui des exemples très clairs où il y a discrimination à votre égard en raison de votre nom, de votre accent ou de ce qu'on perçoit de vos origines? Levez la main. Si quelqu'un peut dire oui à ça. Personne? Ah, allez. Je peux dire oui et non. Bon. Alors, le non parce que c'est pas affiché. Ça veut dire c'est pas le voisin qui est juste à côté ou le patron au travail ou la personne que tu vas rencontrer pour un recrutement qui va te dire qu'il applique cette discrimination. Mais il est ressenti. On la voit, on la constate. À travers, par exemple, je prendrai l'exemple de l'employabilité, d'accord? Et ça, je peux en parler, parce qu'on peut trouver qu'il y a une discrimination à travers le nom. Ça veut dire tout simplement que tu t'appelles Mohamed Abdel, quelque chose comme ça, ou bien le recruteur t'éjecte facilement, et ça, je n'ai pas des statistiques réelles, c'est ça la problématique, mais à travers les gens que j'ai rencontrés, qu'on m'a parlé et tout, on constate ça. Donc ça, c'est un constat qui existe. Puis ça se démontre aussi au niveau, comme j'ai dit, des recrutements, mais même au niveau de passation dans des postes de responsabilité à travers d'autres entreprises. Donc c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas apparent, qui n'est pas affiché. Je voudrais que mon technicien Léo nous montre cette vidéo que seuls les internautes peuvent voir, mais je peux vous traduire ça en 1000 mots. C'est une image essentiellement. Ça montre le taux de chômage parmi les nouveaux arrivants ici au Québec comparé à Montréal, comparé à d'autres grandes villes canadiennes. Et on découvre qu'il est plus élevé à Montréal. Et est-ce que ça veut dire que le travail est ce qu'il faut? Je vais me tourner vers les filles maintenant parce que vous avez su m'en parler, les gars. Alors, du côté des filles, levez la main. Est-ce que ça veut dire que le travail semble s'annonce plus difficile ici au Québec, des fois? Si je peux me permettre, en fait, personnellement, je suis arrivée à l'âge de 2 ans à Montréal, donc je n'ai pas vécu de discrimination systémique. Pourtant, mon vrai prénom dans les papiers est Tinhinen et non pas Tina. Tina est un surnom. Mais peut-être par le fait que j'ai étudié ici, j'ai travaillé ici très jeune, je n'ai jamais eu ou rencontré d'obstacles vraiment. Par contre, autour de moi, mes amis ont vécu cette discrimination parce que leur prénom ou leur nom de famille semblait maghrébin, arabe, bien qu'ils aient gradué pourtant d'universités québécoises. Donc, oui, ça existe, et même s'ils passent des examens, par exemple, j'ai en tête un ami qui est actuaire, qui pourtant n'arrive pas à bouger de l'entreprise où il est parce qu'il a eu sa chance à cet endroit, et lorsqu'il dépose ailleurs, ça ne fonctionne pas. Parce que les CV sont mis de côté, c'est ça? Oui. Et je pense que Myriam, vous pourriez ajouter là-dessus? Oui, en fait, moi, j'aimerais rajouter, Stéphane, je ne parlerai pas de mon expérience personnelle, mais plutôt des statistiques, puis de mon entourage comme Tina. Moi, j'ai un ami qui fait un doctorat en sociologie, puis il fait une étude sur Uber, les chauffeurs Uber. Ah. Puis il a remarqué que justement parmi la communauté maghrébine, parce que lui il fait des entrevues, quand il monte dans un Uber, il demande aux gens, puis il a remarqué que beaucoup de gens diplômés parmi la communauté maghrébine qui font ça. Donc ça, c'est un indicateur selon moi que justement il y a des difficultés réelles, surtout quand on est diplômé francophone, à transférer les compétences être médecin. Peut-être médecin, c'est compliqué, je choisis le mauvais, mais ingénieur, il y a une grande difficulté quand on arrive ici avec une famille, des enfants, un besoin criant de subvenir aux besoins de la famille.
Puis à un moment donné, on se retrouve à faire n'importe quoi dans ce qui s'offre à nous. Oui, oui. Puis on plonge dans ça sans pouvoir en sortir. C'est ça le... Je voudrais vous poser la question. Levez la main, encore une fois, moi je ne peux pas lire dans vos pensées, souvent elles sont éloquentes, mais on ne l'entendra pas. Qui serait en faveur ici que les CV qui sont envoyés au gouvernement ou dans les entreprises, que la loi dise il ne faut pas avoir les noms, il faut que vous sélectionnez à partir des critères, la personne déclare elle a tel diplôme, donc des CV anonymes. Le fédéral a un projet en ce sens, je sais que ça se discute au Québec. Qui est en faveur de ça ou pas? Levez la main. Oui. Je suis en faveur parce qu'en fait, la première chose qu'on voit dans sa CV, c'est le nom et prénom. Fait que ça affecte le contenu du CV. Donc, on ne se base vraiment pas sur l'expertise ou les études, etc. Parce que je connais du monde qui ont changé leur nom de famille à cause de ça. Puis après, l'employeur avait découvert qu'il était maghrébin malgré son nom de famille, mais après ça, il a perdu son travail. Ah! C'est vraiment triste. C'est plus que triste, là. Ouais. Moi, je peux être pas d'accord tout à fait, parce qu'en France, on a fait la même chose, mais ça n'a pas résolu le problème. Parce qu'une fois que tu es devant le recruteur, il en fait ce qu'il veut, parce que c'est là où il y a la discrimination, on la voit là-dedans. Donc ça veut dire le changement de nom, ça ne va rien changer. Le fait de cacher, parce que même quelqu'un qui vient du Maghreb, il va venir, on va savoir où il a étudié. Maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, on met et puis on peut savoir où ça se trouve l'université et tout. Donc je pense qu'il doit y avoir un changement de mind, un changement de pensée, que les gens pensent que ces gens-là qui viennent. Et je pense que c'est une phobie qui s'est créée à travers le 11 septembre 2001, donc que les gens ont commencé à avoir peur de ça, et puis d'étiqueter ces Maghrébins je ne sais pas quoi, d'accord? Alors si on veut, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, comme a dit Adèle, si on peut faire le phare sur les personnalités qui sont ici, qui ont forgé le Canada, qui sont dans la recherche, qui sont dans les finances, qui sont dans plusieurs domaines, mais qui ne sont pas connus. Et là, je pense que c'est un rôle de média. Monsieur Dadès. Je ne crois pas que le CV anonyme puisse régler le problème. Les causes sont tellement diverses et multiples pour cette exclusion qu'il faut peut-être revenir un petit peu en arrière. Vous savez, le moment clé dans le discours sur la discrimination en matière d'accès à l'emploi, c'est 2004, le jour où on s'est rendu compte qu'il y avait un taux de chômage dans la communauté maghrébine de l'ordre de 28%, 27,8%, qui était vraiment le record par rapport à l'époque à 8% pour la communauté la plus anciennement arrivée. Et elle était suivie par la communauté noire originaire d'Afrique. Il y a plusieurs communautés noires au Québec, on le sait, suivie de la communauté noire, suivie évidemment des Asiatiques et des communautés... Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à se rendre compte que la question du CV anonyme, des procédures, etc., n'était pas suffisante. Il fallait vraiment d'abord une volonté politique. Oui. Une volonté politique affirmée et une action politique conséquente. La preuve que cette prise de conscience a donné des résultats et que c'était la bonne méthode, c'est qu'aujourd'hui, dans la communauté maghrébine, qui reste le champion du Québec, toute catégorie, avec un 18,6% de taux de chômage, malgré un taux de qualification et de diplomation plus élevé que la moyenne nationale, je veux dire en passant, que les politiques menées entre 2004 et 2017 ont donné quelques résultats. C'est évidemment pas satisfaisant. On est à 7,5% contre 18%. Un gap de 11,5%, ça veut dire qu'un originaire du Maghreb a 2,5 fois plus de chances d'être au chômage que n'importe lequel de ses concitoyens. Mais la preuve est faite qu'une volonté politique, des actions politiques, des actions de terrain auprès des employeurs dans l'opinion publique pouvaient donner des résultats, que c'est la voie à suivre, que c'est ça qu'il faut continuer de faire, c'est de continuer à mettre l'accent sur des politiques pratiques concrètes. Je vais rester dans le domaine des statistiques que vous avez bien lancé. On va regarder la vidéo numéro 3. Je parle ici des internautes. Nous, on doit se fier à ma mémoire. Mais j'ai quand même ici un petit rappel. Et cette vidéo montre les liens entre les préjugés et les immigrants qui accèdent à des postes de cadre.
Et là, je pense que c'est un dossier qui devrait intéresser beaucoup les gens autour de la table, parce que les cadres, bon, on dit c'est des chefs d'entreprise ou c'est des responsables d'entreprise, mais c'est aussi des leaders très souvent au sein des communautés. C'est des gens capables de prendre en tout cas des décisions, de faciliter la croissance du reste de la communauté au sein de ces entreprises. S'il y a déjà quelqu'un, si Abdel est déjà arrivé à l'entreprise, peut-être qu'il peut convaincre son patron que Mohamed aussi pourrait lui apporter. C'est comme ça que fonctionne. On n'est pas en France, là, mais les contacts, c'est précieux ici quand même. Hein? Alors, on voit sur cette vidéo que le principal handicap au Québec, à Montréal, ce sont des chiffres de Montréal, là, au niveau de l'ascension des postes de cadre, des immigrants, c'est la maîtrise du français. 1 fois sur 5. C'est le gros problème. Ce n'est pas votre problème. Ensuite, 10%, c'est l'anglais. Bon, peut-être que c'est un problème, mais là, bon, c'est 1/3 du problème, c'est linguistique. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est culturel, mais qu'on ne connaît pas son voisin. Et est-ce que vos voisins vous connaissent? C'est une question très simple. Est-ce que vos voisins vous connaissent? Qu'est-ce qu'ils connaissent de vous? C'est une autre question, mais est-ce qu'ils vous connaissent? Tina? Je pense pas qu'ils nous connaissent, du moins... Peut-être que si on travaille fort à développer son réseau et à aller vers eux, ils commencent à nous connaître. Oui. Peut-être que la curiosité de leur part est encore très timide pour venir vers nous et en apprendre davantage. Mais je ne pense pas qu'ils connaissent grand-chose de nous, mais peut-être plus en plus, si on s'implique davantage, que ce soit dans les pôles au niveau de la politique, au niveau des médias, etc., peut-être de se faire voir, d'avoir des noms un peu médiatisés, voilà. Pas, ça va faire en sorte que on va se retrouver dans leur salon. Et je pense que c'est ça. On peut toujours dire il y a un problème, il est là, le problème devant nous, mais il y a un travail d'introspection à faire à chaque fois. Dans toutes les choses de la vie, il faut se regarder quand on veut critiquer. Oui. Hein? Alors, regardons-nous, ou regardez-vous, au niveau des médias. Vous êtes une jeune communauté, on va montrer cette vidéo numéro 4, on va voir le dynamisme des gens qui existent par rapport à la radio. Myriam, vous travaillez dans une de ces radios, et c'est jeune. C'est avec les moyens du bord. Exactement. Donc, c'est aussi beaucoup d'obstacles. Travailler dans la radio communautaire, il faut être dans le milieu communautaire, il faut être passionné, il faut donner de son temps, il faut prendre du temps sur sa famille, mais c'est vraiment pour la communauté que les gens qui travaillent dans ce domaine-là, c'est vraiment pour la communauté. D'abord, c'est au sein de la communauté, pour les sortir de leur petite torpeur hivernale. Souvent, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent ici avec des enfants. Il n'y a pas de famille qui aide, famille directe. Donc, souvent, là, beaucoup de femmes sont à la maison. Donc, ouvrir la radio, c'est le commentaire qui revient souvent. Donc, ça enlève un petit peu de nostalgie, de mal du pays, surtout les premières années. On s'entend qu'après... Moi, je dis après 5 années, on commence à être plus québécois que. Mais et je pense que les statistiques aussi le disent. Après 5 ans, on commence à être plus fonctionnel sur le milieu du travail. Je ne connais pas les statistiques exactes, mais ça s'améliore beaucoup. Maintenant, quand on arrive, on a beaucoup d'espoir et d'attente. On attend beaucoup de son pays d'accueil, puis on se bute aussi à beaucoup d'obstacles. On découvre la réalité. Exactement. La différence entre le rêve et avoir... Exactement, ouais. Exactement. Donc, les médias communautaires sont là pour faciliter d'abord cette intégration et faire le pont entre ces immigrants qui sont chez eux, ils sont peut-être cloîtrés, c'est l'hiver, il y a 2 mètres de neige, et la réalité, l'actualité du Québec. Ils n'allument pas forcément la télé. Sur leur fil d'actualité Facebook, ils n'ont peut-être pas Radio-Canada encore, où ils ignorent l'existence. Donc, les intégrer petit à petit dans ces choses-là, en parlant, en les incitant à les chercher, en parlant de leurs problèmes, en écoutant leurs problèmes, justement, ben, c'est sûr qu'on n'a pas de solution, mais c'est quand même... Oui, oui. Il y a Adeladim El Hanchi qui est avec nous, qui est le grand patron de Mabi TV. Et alors, moi, je n'y suis pas allé, mais j'ai regardé une partie de votre production, puis c'est professionnel. Alors, c'est épatant, mais vous pensez qu'il faut relancer les choses. Il faut... ça a à peine 2 ans comme expérience? 2 ans, exactement 2 ans maintenant. Alors, comment repositionner les choses? Là, par rapport aux médias communautaires, je ne suis pas contre. Je suis là-dedans. Mais on ne doit pas rester dans nos ghettos.
Parce que le problème de médias communautaires, ça ne laisse entre Marocains, entre Algériens, entre tout. Pourquoi ne pas s'ouvrir à la diversité? Et nous, je parle de la diversité globale. Ça veut dire si, et là on vous remercie pour cette initiative, si les radios, les télévisions d'ici ne nous donnent pas la possibilité de parler, on va créer des radios, des télévisions dont on va parler et on va inviter les Canadiens et les Québécois de débattre avec nous. Parce que le problématique que nous avons avec les médias, c'est qu'il y a des têtes de liste à chaque fois qu'on fait appel à eux. S'il y a un problème par rapport à l'islamisme, on va chercher la personne qui va aller chercher le taux d'audience le plus élevé, malgré que cette personne ne représente qu'elle-même, qui est seule. Mais parce que son nom est connu par les médias, on va faire appel. Par contre, il y a d'autres personnes qu'on va faire appel. Notre rôle dans ce média-là, de la diversité, c'est là le changement, parce que la télévision était marocaine au début, maintenant elle est plus diversifiée, elle est plus, même dans l'équipe technique, nous avons des Latinos, des Français, des Marocains, des Libanais et tout, donc c'est même dans l'équipe qui est là-dedans, et puis aller vers cette diversité, et s'ouvrir à tout le monde. Et cette ouverture va nous permettre, comme la question que vous avez dit, que les autres vont nous reconnaître. D'accord? Et je pense que Mohamed Garad, vous seriez d'accord avec ça, parce que vous pourriez être un de ces talents qu'on développe. Pour vous en avoir parlé assez longuement au téléphone. Vous êtes un diplomate, vous aimez ça rester un petit peu dans la pénombre, pas trop vous afficher, mais vous pourriez prendre la parole. Et ces médias, s'ils avaient une stratégie un peu moins communautaire et un peu plus globalitaire, pour utiliser un terrible mot, là, ça permettrait de développer des nouvelles voies. Et M. Dadès, on va vers vous tout de suite après. Merci au début de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici avec vous. Je vais retourner un peu sur le sujet du racisme. Écoutez, le racisme existe, mais il ne faut pas démoraliser. Les opportunités aussi existent. Si un bon CV ne suffit pas, un excellent CV pourra suffire. Je connais j'ai des amis, je vais donner des exemples. Par exemple, j'ai un ami qui est venu de la Tunisie, il était cadre en informatique en Tunisie pendant 8 ans. Il a essayé de trouver un travail pendant 1 année et demie, il n'a pas trouvé, il n'a pas laissé tomber, il a retourné aux études, il a fait un certificat, il a un très bon poste. Je connais un autre qui a eu un master en finance. Il a passé 2 ans dans un centre d'appel. En même temps, il a fait des cours de soir. Après, il a réussi à avoir un très bon poste dans une banque. Maintenant, il est à l'international. Il a réussi à avoir une carrière à l'international. Comme je l'ai dit et je le répète, le racisme existe, mais les opportunités existent, mais ça devra être un défi de développement personnel. Au niveau individuel, mais aussi au niveau de la communauté, ça nous donne... Écoutez, chaque communauté, chaque première et deuxième génération, en immigration, ils se trouvent au début dans ce genre de problème. Ceux qui ont eu juste la chance de travailler en construction il y a quelques décennies, aujourd'hui, ce sont les chefs des plus grandes entreprises de construction ici au Canada. Donc, je dis toujours qu'il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas démoraliser, mais il faut prendre ça comme défi personnel avec le développement personnel. Si on ne lâche pas, on va finir par trouver un résultat. Et les médias? Voilà. Au niveau des médias, écoutez, les médias communautaires, c'est important, mais c'est écouté juste par les médias, en grande partie par les communautés auxquelles ils s'adressent. Mais ici, on a besoin de s'adresser à la société canadienne. Si on fait partie de cette société, ça veut dire on partage leurs soucis, on fait partie des dialogues. Participer, exactement. On fait partie de cette communauté, de cette société, ça veut dire on partage les soucis, on participe, et aussi on participe dans les débats, et il faut qu'on soit ensemble, on parle ensemble, on discute ensemble et on s'adresse à toute la société canadienne. Donc, c'est important, comme je l'ai dit et je le répète, les médias communautaires, c'est important, mais aussi il faut
plus de visibilité au niveau des médias nationaux. Monsieur Dadès. Je voulais juste... tout le monde parle de médias communautaires pour les médias des communautés culturelles. C'est désagréable à dire, mais on n'est pas des médias communautaires aux yeux du monde des médias canadiens et québécois. On est des médias ethniques, c'est-à-dire qu'on est une espèce de genre mineur qui est réservé aux autres qu'on ne lit pas. Ce qui est faux, parce que tout le monde lit. Je sais que parmi mes contempteurs, dans certains médias, il y en a qui m'attaquent parfois et qui savent parfaitement ce que j'ai écrit, ça veut dire qu'ils ont lu. Mais ils font semblant que non, parce que je suis média ethnique. Médias communautaires, j'ai défendu cette idée que nous étions des médias communautaires longtemps. Et puis j'ai fini par comprendre que ça ne servait à rien, parce qu'il y a une association des médias communautaires qui est subventionnée, qui reçoit des subventions, qui ne souhaite absolument pas les partager avec la partie la plus dynamique des médias au pays, celle qui édite quelque chose comme 400 titres de presse écrite, qui a plusieurs télévisions numériques, des émissions ou des chaînes radio, qui est dans le numérique, dans les nouveaux médias, qui est en train de prendre un espace extraordinaire, mais qui le fait à ses propres frais, à sa propre charge. Monsieur Elanchi, vous opinez, vous êtes d'accord? Vous semblez dire que... Oui, j'ai juste un petit détail. Pour revenir sur ce que disait Mohamed, les communautés culturelles ont besoin d'être sur les grands médias nationaux. Il y a une expérience que nous connaissons tous, c'est pas la peine de la citer, qui est la seule à avoir respecté une directive du CRTC de 2003, de mettre derrière l'écran et le micro, et devant l'écran et le micro, la diversité au premier plan. Et ça s'adressait à tous les médias canadiens. Et tous les médias, tous les grands groupes ont créé en leur sein des équipes de réflexion pour amener la diversité. Il y en a au moins un que je ne citerai pas, qui m'a dit très clairement, auprès duquel j'ai travaillé quelque temps, qui m'a dit « Oui, tout ce que tu dis est très bien ». Et ils étaient parfaitement conscients du problème. Ce que tu dis est très bien, mais si je l'applique et que je perds 1% de taux d'audience, demain c'est un autre interlocuteur que tu auras devant toi. Ce ne sera plus moi. Alors, dis-moi ce que je peux faire sans perdre de taux d'audience, ou si j'en perds auprès de ma clientèle classique, blanche et bien pensante, j'en récupère au moins autant du côté des gens dont tu es en train de parler. C'est un problème, ça, pour les médias. Au Québec, par exemple, de parler du reste du Canada, les taux d'écoute baissent. Alors, c'est un problème que nous avons encore. Je parlais uniquement du Québec. Oui. Je parlais uniquement du Québec, pas du reste du Canada. Il est évident que l'Ouest, c'est une autre mentalité. Oui, c'est une autre affaire. Je ne me reconnaîtrais pas dans une télévision qui parlerait en français, qui traiterait de thématiques de redneck ou autre. Mais il me semble qu'au Québec, comme on a un point commun qui est la langue française et la francophonie, on devrait pouvoir faire de la diversité francophone intelligente et significative, qui permette justement de surmonter un certain nombre de... Diversité francophone. Oui. C'est bien. Une belle plateforme sur laquelle travailler, ça. Je pense que c'est vendeur. Monsieur Elanchi? Alors, pour mon opinion, par rapport à médias communautaires, c'est effectivement, je n'attaque personne, parce que c'est des gens qui sont en tête de plusieurs entités, mais le fait que de faire une demande, par exemple, je prends pour la télévision, pour faire une demande de la RTC, le cahier de charge est le même pour l'ensemble, d'accord? Et les décideurs, en fin de compte, ce sont eux qui sont dans les autres médias. Donc, ce n'est pas évident de trouver sa place parce qu'il y a une manne quelque part à partager. Même pour les grands médias, parce qu'il y a de l'argent ailleurs qui se ramasse puis qui se partage à la fin. Puis, est-ce que j'aurai ma part? Non. Donc, pour que je puisse avoir ma part, il faut que je travaille pendant 5 ans, 6 ans avec mes propres moyens. Après, que je dois trouver des gens qui doivent certifier ce que je fais, malgré que ce que je fais est suivi par des millions de personnes, pour que je puisse d'abord que mon dossier soit déposé pour qu'il soit accepté ou non à la fin. Ça, c'est la même chose, et pour la télévision et pour la radio. C'est pour ça qu'il y a ça. Pour les télévisions communautaires, c'est la même chose. Parce qu'il y a des gens qui, derrière, communautaires, je sais c'est des associations, mais dans les associations, il y a des directeurs, il y a des gens. Donc, il y a de l'argent quelque part. Oui. Et puis, nous, on n'a pas de place dans cet argent pour l'instant. D'accord.
Je pense que vous avez bien décrit le problème. C'est assez clair. S'il y a des gens qui écoutent, ils ont entendu. Je voulais vous demander, moi, je suis dans les nouvelles technologies, mais je n'ai pas de montre. Je suis de la génération qui n'en a pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire si... je n'ai même pas de téléphone cellulaire aujourd'hui. Quelle heure est-il? Il est 15h38. 15h38. Donc, il nous reste encore 7 bonnes minutes au moins. Quel luxe. Je sais qu'on doit parler de politique ensemble. Je pense qu'on l'a fait déjà un peu. Je voulais me tourner vers notre jeune ambassadrice de la Ville de Montréal qui est avec nous et qui donc a remporté un concours contre 200 autres candidats. Alors, Rouda Rachaloui, dites-nous, être ambassadrice pour la Ville de Montréal, mais pourquoi exactement? Quel est le but? Et c'est un but à long terme qui va s'étaler sur les 25 prochaines années. Effectivement, c'est un défi qui va s'étaler sur 25 ans, c'est-à-dire dans le 400e anniversaire de Montréal. Mon défi, c'était de rapprocher les jeunes aux élus parce que je vois qu'il y a un certain écart. Il n'y a pas assez de communication entre les jeunes et les élus. Donc, c'était ça le but du projet, parce qu'en fait, les 19 ambassadeurs, ils avaient pour but d'amener des consultations auprès des jeunes, des écoles secondaires, des collèges, etc. Puis, je me suis dit que ça va être un petit peu difficile au début, mais après ça, j'avais visité 2 écoles secondaires. La première, c'était Antoine Saint-Exupéry dans mon arrondissement. Puis, je me suis dit... peut-être qu'il ne va pas y avoir assez d'interactions, etc. Mais au contraire, je me suis aperçue qu'il faut juste aborder les jeunes pour qu'ils nous parlent. Genre, ils ont leurs opinions, ils ont leur mot à dire, mais il faut juste les approcher pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment, qu'est-ce que c'est Montréal pour eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient changer de Montréal. C'est ça. Ouais. Quelle est maintenant la tâche pour les 25 prochaines années? Est-ce que c'est une... j'aimerais comprendre. Vous questionnez ces jeunes, ils vous livrent leurs impressions, leurs propos, et c'est mis de côté. On va lire ça dans 25 ans, comme dans une capsule du temps, non? C'est quoi? En fait, c'est un dépôt à la Ville de Montréal qui a été fait en août dernier. C'était 25 projets qui vont être établis d'ici 25 ans. Mm-hmm. Ça rassemble beaucoup de projets, une de politique pour et par les jeunes, développement durable, économie, beaucoup de thématiques. Oui. C'est un des thèmes, je pense, qui est sous-entendu dans ce salon. C'est d'amener les jeunes à s'intéresser à la question politique. Peut-être qu'ils deviendront un jour des leaders politiques. Il y a Ouda Pépin qui, de 1994 à 2014, a été, si vous voulez, la grande représentante, celle qu'on identifiait, venant de la communauté maghrébine. Mais si vous regardez, là, il y a des gens qui se présentent aux élections, et on en a vu, les dernières élections fédérales, mais il n'y a pas... vous êtes quand même 300 000 et plus. Avec alors, ça veut dire que c'est du monde, ça, sur une population québécoise de 7 millions. Donc, vous devriez avoir un certain nombre de réussites au niveau politique. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est important ou pas? Juste une petite précision. Hein. Ouais. Quand on pense aux Maghrébins, on pense uniquement aux Maghrébins de confession musulmane. D'accord. On a eu d'autres députés d'origine maghrébine, au fédéral et dans certaines provinces, qui étaient d'origine maghrébine, mais de confession juive. Donc, Ouda Pépin n'est pas le seul exemple. Sur la participation politique, effectivement, il y a encore un gros effort à faire. Mais il y a eu pas mal, je ne parle pas de ce qui est le plus évident, c'est-à-dire le candidat, mais dans les appareils politiques, il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns qui ont un certain impact. Mais comme pour le reste de la citoyenneté assumée et acceptée de part et d'autre, il y a une période de latence qu'expliquait Mohamed. Il y a toujours 2-3 générations sacrifiées. Toutes les communautés, tous les flux migratoires nouveaux dans l'histoire du Québec et du Canada ont eu une période de bizutage là, qui a pu durer 2 générations, 3 générations. Et c'est particulièrement sensible dans des domaines comme les médias ou la politique, où on a cette suspicion systématique de la double loyauté. Ah. Et oui. Et oui.
C'est intéressant. Et donc, qui nécessite quand même une certaine durée pour être... bon, par exemple, prenons l'exemple des Syriens, même avec un très mauvais exemple, enfin, une histoire qui s'est mal terminée, celle de Sam Hamed. Sam Hamed représente quand même une troisième génération syrienne. C'est vrai. Ouais. Double loyauté. Bon, c'est encore une espèce de mythe sur lequel il faudra à un moment ou à un autre se pencher et réfléchir. Mais on est tous accusés de double loyauté. Alors pourquoi est-ce qu'un originaire de France à 17 générations ne serait pas soupçonné de double loyauté également? En fait, il y a des choses comme ça dans les imaginaires. Ça traîne, oui. Je vois que ça pèse. Mohamed, s'il vous plaît. Bon, je ne suis pas d'accord. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec la question de loyauté. Je préfère le terme appartenance complémentaire. L'immigration maghrébine, elle est bien importante. L'immigration, historiquement, l'immigration maghrébine, elle est bien importante en Europe. Ce qui fait que l'Europe, elle fait partie du milieu géopolitique des pays maghrébins. Donc, il y a forcément l'intérêt économique, il y a forcément l'intérêt sécuritaire et tout. Dans le cas du Canada, c'est différent. Le Canada ne fait pas partie du milieu géopolitique du Canada. Malheureusement, les échanges commerciaux sont très modestes. Et on en a besoin, en fait, des activistes politiques qui sont actifs dans leur pays d'origine comme dans leur pays d'accueil. Ça facilite le partage culturel, ça facilite le partage commercial, ça offre d'opportunités au Canada comme au Maghreb et aussi de servir comme un pont entre le Canada et l'autre bout du monde, et l'autre bout du monde et le Canada. Je dis toujours que, comme j'ai dit, c'est important d'être impliqué dans les deux pays et aussi d'avoir le réseau dans les deux pays. Avoir un bon réseau pour définir les opportunités au Canada là-bas, offrir aussi les opportunités et partager aussi au slogan que le gouvernement a levé, que Canada est de retour dans le monde. Le Canada est de retour à travers les ambassades du Canada, à travers les canaux officiels, mais à travers aussi, on peut servir, les immigrants peuvent jouer un rôle très important dans la nouvelle diplomatie du Canada, comme aussi de partager les défis du pays du Maghreb, qui ont une influence quelque part aussi sur les communautés maghrébines ici. Donc, je répète, oui, la question de loyauté, oui, on a le droit à être loyal à notre pays d'accueil. Personnellement, j'ai émigré ici à l'âge de 19 ans, mais j'ai étudié dans les écoles de la Tunisie, j'ai été soigné dans les hôpitaux de la Tunisie. Je suis reconnaissant, et la reconnaissance est une qualité. Si on n'a pas de cette qualité-là, on ne peut pas être ni reconnaissant à notre pays d'accueil, ni à notre pays d'origine. Donc, n'ayez pas peur de la politique. Impliquez-vous, c'est important. La politique, c'est... parmi les problèmes de la communauté, c'est la politique aussi. Parce qu'il y a ceux qui moi, je dis toujours que... Excuse-moi, je vais aller à notre angle. Vite fait, oui. Je dis toujours qu'il n'y a pas un projet contre la communauté maghrébine et un autre projet en faveur de la communauté maghrébine ou en faveur de l'immigration maghrébine au Canada. En fait, il y a un projet d'ouverture, de diversité, il y a un projet aussi d'inclusion et un projet d'exclusion, d'isolation, de messages de haine et de peur de l'autre. Avec le contexte international, ça rend un peu la communauté maghrébine un peu plus fragile dans ce sens-là, mais ça nous met aussi dans le premier rang de cette lutte en faveur d'une société diversifiée, multiculturelle, ouverte. Je vous l'ai dit, si on résout tous les problèmes de la communauté maghrébine aujourd'hui, ceux qui sont contre l'ouverture, contre l'inclusion, ils vont s'attaquer à une autre minorité. Donc la question, ce n'est pas vraiment nous. On est un peu fragile dû à un contexte, comme j'ai dit, international, mais leur objectif, ce n'est pas nous. C'est vraiment pas nous. Mais ça nous met dans cette bataille-là. On lutte pour notre société canadienne, pour la diversité, pour que ce pays demeure un pays ouvert, inclusif. Il y a beaucoup de travail.
finalement, on n'est pas une communauté victime, on est une communauté qui a un peu plus de défis. On est une nouvelle communauté, on est de nouveaux immigrants dans ce pays-là. C'est normal qu'on a ces défis-là et on va les avoir. Je suis bien content qu'on ait débordé de quelques minutes notre temps d'antenne. Merci, c'est fantastique. On a vu double loyauté. Double loyauté, le mythe de le mythe, je sais, le mythe. C'est le mot que Mohamed n'a pas entendu. C'est ça. Le mythe mais de la double pas le loyauté. mythe de la double appartenance, mais en tout cas c'est intéressant. Mais il y a aussi la notion du double chapeau. Et Tina Septi, c'est avec vous qu'on termine. Et vous portez le chapeau d'une des organisatrices du salon. Vous allez vous adresser à la caméra, je ne sais pas laquelle, numéro 1, 2 ou 3. Enfin, celle-là, celle au milieu. Vous vous adressez à cette caméra. Oui. Il y a des internautes à Montréal, au Québec, qui sont capables de se déplacer, de venir au salon d'ici demain, parce que ça ferme demain, en fin de journée. Dites-leur, invitez-les. Alors, je vous invite tous à la 3e édition du Salon du développement canado-maghrébin au Palais des Congrès de Montréal. Alors, on vous attend en grand nombre aujourd'hui jusqu'à 20h, également demain de midi à 18h. Vous allez voir, on a beaucoup de surprises pour vous, beaucoup d'intervenants intéressants, beaucoup de plateaux. Ça vaut vraiment la peine, on vous attend. Alors moi, je voudrais vraiment remercier Adel Achouri. C'est lui qui a dit, Stéphane, je t'organise les gens autour de la table, tu vas voir. Et c'est fantastique, vous étiez pas tous du même avis, heureusement, et vous étiez complémentaires par bien des aspects. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli ici, d'avoir accueilli Radio-Canada International. Merci de nous avoir donné l'opportunité. On pourra l'année prochaine s'il le faut. Alors, autour de la table, on rappelle qui était là. Tina Septi, on l'applaudit. On applaudit chacune des personnes. Merci. Myriam Moussaïen. Ouda Rachoui, et puis Mohamed Gared, bien sûr, le grand patron de Mabi TV, Abdelhaim El Hanchi, et notre doyen du journalisme, M. Dadès. Infiniment merci, M. Dadès, pour les informations. Ici Stéphane Parent. Bonne écoute sur Radio-Canada International et à la semaine prochaine.